Eh bien, bon appétit. Ouais, faut manger, ça va être froid. Très bon. Mon chat, c'est lequel que t'as pris en double, le légume ou la viande? Alors, aucun de poulet, chou, champignon. Putain, j'ai parlé la bouche pleine, je suis désolée. Moi, je voulais être le technicien dans les remontées mécaniques. C'est le mec qui appuie sur le bouton. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Tom. Tom a 43 ans, et avec lui nous avons discuté des araignées, des filles et des garçons qui jouent à la dinette, de mélancolie souriante et du téléphone magique, de Switch et de matelas en latex, mais aussi du deuil et de l'amour qui nous attend après. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne, comme Tom, marquée par le suicide d'un être cher. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ? Oui et non. Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma personnalité, je suis bien dans mon rôle. Après, je trouve qu'on est chacun face à des dictats et des obligations. Je me retrouve, moi en tout cas, confronté à des choses qui sont pas forcément de mes valeurs ou de ma sensibilité et que voilà, je suis derrière un corps de garçon et il faut que je le tienne, ça. Alors, je le conçois que c'est vachement plus facile d'être un mec qu'une nana. Il y a une petite partie de moi qui a quand même assez honte un peu d'être un mec blanc qui a une facilité un peu du quotidien sans trop me poser de questions. Et en fait, j'ai un cul énorme. Enfin non, pas de mots. J'ai pas un cul énorme, mais il est pas énorme non plus. Non, mais j'ai beaucoup de chance. T'as dit, il y a des trucs qu'il faut que je tienne. C'est quoi les choses que t'as le sentiment de devoir tenir en tant qu'homme ? C'est du cliché, c'est-à-dire que c'est un mec, ça pleure pas, un mec, ça a pas peur, un mec, ça doit être fort. Enfin, moi, sur certaines situations, en fait, je flippe ma mère et j'y vais parce que je suis un peu mon gars. Je le fais par automatisme et un peu par semi-obligation. Et donc, de ces moments-là, ça me fait chier, en fait. On vit dans une petite famille de 6 et là, il y a des petites situations, des fois, qui me font un peu marrer. On en a parlé il y a pas longtemps avec les enfants, où dans une maison, il y avait une araignée qui apparemment était géante. Donc, on devait l'exterminer absolument. Et au final, moi, c'était une petite araignée toute sympa qu'on a mis dehors et en fait, j'avais expliqué un peu aux enfants, je dis c'est pas parce que c'est moi le garçon et le grand qui doit aller résoudre ce problème-là. Moi aussi, à un moment, j'avais peur des araignées et maintenant j'ai pris un peu de distance, ça va mieux, mais je leur dis c'est pas forcément une partie de plaisir. Donc je trouve que c'est chiant parce qu'au final, je trouve que ça m'enferme. Et j'aimerais bien juste être un peu plus ouvert là-dessus et me détacher un peu de tout ça. Est-ce que tu saurais dire ce que c'est pour toi la masculinité ? Moi, mon idéal de mec, ce serait d'être un mec sensible. Quand je vois un mec chialer, avoir une émotion positive ou négative, ça me touche. Dire ça aussi, la masculinité, c'est enlever un peu de fierté sur tout ça. Et dire qu'on réussit pas, que c'est difficile, qu'on a peur d'une araignée. Enfin, tu vois, dire un peu tout ça. Et je trouve que ces sensibilités masculines, ça a vachement de charme. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir un petit garçon ? Ça va être un petit exercice de psycho, ça. Parce que ma mère et mes parents, peut-être mon père aussi, mais en tout cas, c'est venu de la bouche de ma mère, elle m'a dit, quand t'es né, donc je suis le troisième d'une fratrie, j'ai 13 ans d'écart avec mon grand frère et 11 ans avec l'autre, donc je suis le tout dernier, je suis l'accident. Et ma mère m'a dit en blaguant, si c'est une fille, je la garde. C'était une blague, c'était en soi drôle, et en même temps non. Mais je pense qu'ils étaient contents, mais fatigués d'avoir un troisième garçon. Et voilà, donc je pense que ma venue était une surprise, une petite déception et une joie en même temps, tout un mélange à chaque fois. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité ? Mon premier souvenir par rapport à ma sexualité, j'avais 5-6 ans et j'étais avec donc une copine de l'époque. Alors, comme tout le monde, on jouait à la papa et la maman. Et puis, à un moment donné, ça allait un peu plus loin que prévu. Et c'était assez rigolo parce que, dans mon souvenir, la perception que j'ai, c'est que je sentais qu'il y avait, à un moment donné, un point de bascule. C'est-à-dire, c'est bizarre, j'ai l'impression que je joue plus, là. Et vous faisiez quoi ? Je crois qu'on jouait à la dinette, puis après, on jouait à faire dodo avec un garçon, avec une fille, avec le papa et la maman. Et puis après, on s'est retrouvés tout nus. Puis voilà, on a fait touche pipi. T'avais le sentiment de reproduire quelque chose que t'avais déjà vu, des images, des films, ou en fait c'est venu complètement instinctivement ?
Je crois que c'est venu instinctivement, de ce que je me rappelle, j'ai l'impression que c'était complètement instinctif. Je sais que un jour j'ai grillé mes parents en train de le faire, genre je suis rentré dans ma chambre, je sais pas, j'avais toqué, enfin bref, il y avait un truc, mais j'étais plus vieux que ça. Et là, ça m'a marqué. Mais je sais que le souvenir de mon premier souvenir sexuel, c'était avant ça, et j'ai l'impression que c'était juste une reproduction de quelque chose, instinctif. Et est-ce que ça, tu pouvais en parler à tes parents, par exemple ? J'ai dû en parler, ouais. On m'a dit que c'était normal, qu'il n'y avait pas de soucis, que ça arrivait. Une famille de médecins, donc on discutait de tout, de sexualité, tout était théorisé, on n'avait pas forcément de tabou. Quand je prends du recul un peu sur tout ça, sur cette ouverture de dialogue envers les enfants et les parents, en fait, le recul, je le reprends parce que maintenant, je suis parent et maintenant, j'essaie de filtrer, en tout cas, une partie de ma réflexion là-dessus. C'est que, évidemment, il y a un moment donné, tu fais passer tes traumas, tu fais passer tes questionnements et tu fais passer tes doutes à travers tout ça. Et je sais que ma mère, un jour, m'avait dit « Tom, tu verras, les filles n'aiment pas trop le sexe. » Et donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec cette idée que, en fait, il y a que nous qui aimons ça, et puis elle, c'est un peu une obligation. Donc, je suis grandi avec une certaine vérité en me disant « Ok, donc je pense que ma mère, à une certaine époque, elle s'emmerdait sérieux, et qu'elle me faisait passer un message. » De recul que j'ai, peut-être rien de méchant, j'en sais rien en tout cas. C'était peut-être un mauvais passage qu'elle avait pour elle. Mais en tout cas, je me dis que moi, ça m'a ancré. J'avais toujours cette sensation de déranger sexuellement quand je parle. Là, on se rend compte qu'une petite phrase anodine comme ça, une petite graine semée, ça peut faire des petits dégâts. Est-ce que tu te rappelles quand tu as découvert la masturbation ? Ouais, ça je me rappelle. C'était dans ma chambre, elle est peut-être 7 ans ou 8 ans. J'ai été très surpris du résultat. J'étais à 2 doigts de dire « Ah, vous, j'ai voir mon père ou ma mère, il y a un truc qui va pas. » J'ai fait pipi blanc, ça va pas. Et j'ai rien dit. Après, je suis allé jouer au tennis. J'étais inscrit au tennis et j'ai eu la plus grosse migraine que j'ai jamais eue. J'en pouvais plus. Et en même temps, j'étais en train de me dire « C'était quand même pas mal comme truc. » Et je suis rentré. Je crois que j'ai recommencé. Mais j'avais encore mal au crâne. Aujourd'hui, t'as toujours mal au crâne après ou... Non, maintenant je gère, je bois du café. Ça m'enlève le mal de crâne. Non, c'est pas vrai. Toi, avant de le faire, pour toi, c'était quoi faire l'amour ? C'était un moment d'intimité un peu factuel. Je sais que c'était un rapprochement intime très fort, mais j'avais du mal à palper l'osmose. Tu savais techniquement ce que c'était ? Ouais, je savais comment ça marchait. Ouais. Ça, c'était grâce à tes parents médecins ? Ouais, exactement. Il fallait mettre pipou dans pipette. Et voilà. En tout cas, moi, ma première expérience, elle a été... c'était vraiment cool. Et je suis tombé vraiment avec quelqu'un qui était prête. Alors moi, j'étais un ado, j'étais prêt et en même temps paumé. T'avais quel âge ? J'avais 16 ans. Et je me rappelle qu'on n'arrêtait pas d'essayer parce qu'on n'y arrivait pas. Alors, il y avait peut-être un truc de lubrification. Peut-être elle n'était pas forcément si prête que ça. Et le truc, c'était, il y avait quand même l'accord parental où, voilà, on devait pas se faire griller par les parents. On le faisait dans les rues, on se cachait. Des fois, on était dans les bars avec des potes et on sortait puis on allait essayer. Et puis, à un moment, on a réussi. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a réussi ça. On était à côté d'une église. On était juste planqués. Peut-être que Dieu vous a béni. Exactement, on a eu la bénédiction divine. Et en fait, on s'est regardés tous les deux quand la pénétration a marché. Trop content, ouais, trop bien, c'est super. Alors après, on n'a pas arrêté de le faire et c'était super. Mais en tout cas, voilà, j'ai une chouette partenaire. Et en fait, quand on avait passé toute cette partie du début, en fait, ça a été un boulevard. C'était un boulevard à essayer 15 milliards de trucs. En termes de pratique, de lieux, voilà, plein de trucs. Ça s'est très mal fini. Parce qu'on est sorti avec mes meilleurs potes après. Après, j'ai erré comme un ado à la fac tout seul. En plaine. Moi, en plaine, il n'y avait personne, c'était le désert de meufs. En plus, j'habitais en pleine campagne. J'étais assez isolé du monde. Donc, il y a eu une petite période de vide. Et puis après, je suis parti faire des études audiovisuelles. Et en parallèle, j'ai déménagé sur Paris. Enfin, c'était un BTS par alternance. Et là, j'ai eu des expériences. Pas les plus folles ou pas les plus marquantes. Et j'ai rencontré ensuite la maman de mes enfants au travail. J'avais donc 21 ans. Le truc, il est parti, s'est lancé. 1 an et demi après, j'avais la bague au doigt. Et 1 an après, j'avais déjà un premier enfant qui arrivait. Et ensuite, il y en a un deuxième qui est venu 4 ans après. Et on est tous les deux dans le même milieu, on travaillait tous dans l'audiovisuel. On était dans un collectif de graphistes. Voilà, on marchait plutôt bien, mais sauf qu'on avait une vie assez intense et assez stressante. Donc on avait eu l'idée, en fait, moi de partir. Moi, j'avais des opportunités de travail, en fait, travailler à l'étranger. Et donc l'idée d'aller au Canada. Elle n'était pas forcément prête. Et en fait, on a quitté l'entreprise dans laquelle on était. On a fait notre entreprise intermédiaire pour un tout petit peu s'habituer au process qu'il y avait au Canada. En tout cas, parce qu'on savait qu'on allait travailler là-bas. Donc on s'est dit, allez, on s'entraîne un peu en France.
Le travail dans la boîte était très intense, elle avait un poste, elle était numéro 3 dans la boîte. Enfin, je l'admirais complètement parce que je la trouvais super forte. Et puis en fait, elle a fait un burn-out dans cette entreprise, en 2015. Je sais que son poste après a été remplacé par 5 personnes. Vu qu'elle était ultra performante, elle répondait à la demande, mais plus tu réponds à la demande, plus on t'en donne. Et plus on t'en donne, plus tu fais. Donc en fait, c'était de fil en aiguille. Et ça a duré 6 mois. Et en fait, elle a fait une descente de morale assez sévère. En fait, le mot burn-out, on l'a posé, mais il y a certains médecins qui disent qu'elle n'a pas fait de burn-out, d'autres oui. C'était quelqu'un qui était très lumineux, très gai, qui allait vraiment vers les gens, qui avait beaucoup d'empathie pour les autres. Elle pensait aux anniversaires des autres, elle faisait des gâteaux pour les enfants de ouf, c'était la maman parfaite, elle était sur tous les terrains. Elle, c'était à sa manière en fait de compenser, mais moi je trouvais ça super admirable. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. J'avais l'impression qu'elle ne s'accordait à rien en fait, et qu'elle vivait parce qu'on lui avait appris des choses et qu'elle devait les faire. Bon, elle a été diagnostiquée mélancolie souriante. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus hard en dépression, c'est-à-dire elle avait un masque de sourire tout le temps et en fait derrière elle était très mélancolique, mais elle avait même pas conscience de ça. Il y avait un vide en elle, dans son intimité. Et en fait, je me rends compte qu'elle rayonnait à l'extérieur, mais qu'en fait, dedans, c'était pas noir, c'était juste vide, c'était éteint. Elle me disait qu'elle avait l'impression de pas aimer ses enfants, qu'elle avait juste des enfants qui étaient là, qu'elle les trouvait beaux, qu'elle était contente de les avoir, mais qu'elle ne sentait pas de l'amour. Elle disait qu'elle m'aimait, mais elle avait comme un sentiment d'aimer par concept. Et avec le recul que j'ai maintenant, voilà, c'est quelqu'un de dépressif, mais je n'avais jamais posé ces mots-là là-dessus en fait. Donc je me suis retrouvé en fait avec un petit bout de femme, paumée, ultra forte, parce qu'elle était très performante au boulot, très aimée, et je me dis en fait c'est pas possible, enfin, je me retrouve en face de quelqu'un bienveillant, humaine, gentil, et en fait il y a un truc qui colle pas, enfin qui manque, et qui l'empêche de se sentir épanoui, en tout cas de se sentir bien. En fait, un matin, elle devait aller au travail un peu tôt. Et en fait, au lieu d'aller au travail, elle a essayé de se pendre. Elle a fait ça d'une manière très déterminée. C'est-à-dire que cette méthode-là, pour une femme, c'est vraiment... voilà, elle est déterminée. Elle s'est recouchée dans le lit. Elle m'a réveillé parce qu'elle était gelée. C'était en plein hiver, on était en mois de janvier. Elle avait du feuillage sur elle. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, d'où tu viens? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit d'une manière très distante, elle me dit, j'ai essayé de me pendre parce que c'est trop dur, et elle me dit, même ça, j'arrive pas à le faire. Elle avait des yeux bleus magnifiques, énormes, elle avait des yeux complètement dilatés, enfin là, j'ai des genres complètement scotchés de la nouvelle. Et cette phrase-là, elle est ouf, enfin, moi, elle m'a marqué à vie. Elle s'est fait isoler pendant quelques jours. Une tentative de suicide en janvier, c'est 15 jours d'arrêt. Et prenez soin de vous. Donc ça, c'est ce qu'elle a eu à la sortie de l'hôpital. Et elle est rentrée à la maison. Moi, j'ai dit à mes parents, c'est genre no way. Elle est pas bien. Hein. Enfin, elle est vraiment, vraiment pas bien. Le médecin nous a dit, c'est simple, hein, c'est soit on la met en hôpital psychiatrique et ça devient un numéro, et elle le vit très mal, et ça va être très compliqué pour elle, soit elle se fait accompagner à l'extérieur, mais ça demande du temps. Mais en tout cas, c'est plus son environnement que celui d'être en interne. Est-ce que vous en avez parlé aux enfants? De la tentative, non. Il y en avait un qui a 3 ans. Et l'autre, il avait 7 ans. Oui, donc vous les avez protégés. Ouais, complètement protégés. On leur dit que maman était fatiguée et qu'elle avait besoin de se reposer en ce moment. Donc ensuite, elle est partie à Poitiers 15 jours. On lui a annoncé une sortie en lui disant qu'elle allait mieux. Et elle a refait une tentative dans l'hôpital, même technique. Je me rappelle, j'avais senti le truc. Donc j'avais pris un billet la veille pour aller la voir à Poitiers. Et en fait, j'ai bien fait parce que je suis arrivé au moment où elle allait faire. Je me rappelle que je l'avais vue dehors parce qu'elle venait de se faire... Elle avait passé une radio pour savoir si tout allait bien. Et j'avais pas le droit de lui parler, pas le droit de la voir. Et en fait, on s'est croisés sur le parking. Elle a couru vers moi, elle m'a pris dans les bras. Et elle m'a juste dit dans le creux de l'oreille, elle me dit, s'il te plaît, ne pense pas que je suis folle, je suis pas folle. Mais elle me dit, je souffre trop en fait, c'est trop dur. Mais me prends pas pour une folle. Après, elle est revenue à la maison. Elle est restée quelques temps. Je laissais ma femme des fois dans la nature. Je savais pas si j'allais la retrouver le soir. Donc on a toqué aux portes, hein, parce que pareil, quand on est dans des process comme ça, dans ces périodes-là, on est un peu livré à nous-mêmes. Il n'y a pas vraiment d'aide, de consulte, il n'y a pas de médecin traitant, psychiatre ou psychologue. Et je me rappelle qu'on avait vu un psy dans une clinique. À un moment, il a coupé la parole, il a pris son téléphone, et il a appelé sa secrétaire, et il lui a dit « Vous m'annulez tous les rendez-vous que j'ai là après ». Il a raccroché, il m'a dit « Voilà, moi des gens qui font des tentatives de suicide, j'en vois tous les jours.
Et ceux qui font des appels au secours, c'est qu'ils ont besoin d'attention. Mais des gens comme vous, qui ont une maison, un chien, 2 enfants, une vie normale, un travail, qui en plus fait cet acte suicidaire de cette manière-là, ils veulent partir. Il faut les protéger, ces gens-là, en fait. Donc elle est partie dans un hôpital, elle est restée 3 semaines, et on lui a annoncé une sortie, et 2 jours après, elle s'est pendue dans la clinique. Et cette fois-ci, elle a réussi. La première chose que je lui ai dit quand je suis arrivé à l'hôpital et que elle était en mort clinique. En fait, la première chose que j'ai dit, c'est que je lui ai dit, je comprends en fait, et je te pardonne, parce qu'en fait, qui je suis pour pouvoir te juger de l'acte que t'as fait par rapport à la difficulté que t'avais à toi de te comprendre. Et puis tu la comprenais? Ouais, je comprenais, ouais. Ouais, je comprenais vraiment son geste. Elle avait juste... je vais vous dire la même phrase que j'ai dit à mes enfants. Il faut que vous voyez votre maman comme dans une chambre où la pièce, elle est en feu. Et elle sait qu'il y a une porte, mais elle ne voit que la fenêtre. Et en fait, elle a ouvert la fenêtre et elle a sauté. Mais elle a sauté, elle ne savait pas si c'était du 1er, au rez-de-chaussée ou au 5e étage. Je lui ai dit, il faut que vous preniez ça comme un acte de survie. Alors ces mots-là, ils sont bizarres, mais en tout cas, c'est des mots qui viennent de la psy. J'avais une problématique, il fallait résoudre la problématique. Et cette image-là, je la garde en moi et j'en reparle à mes enfants qu'on s'en reparle pour expliquer que c'est pas quelqu'un qui voulait ouvrir la porte et se barrer. C'est juste, c'est un acte de survie qui est complètement fou, évidemment. Mais en tout cas, c'était pas pour lui mettre toute la culpabilité du geste là-dessus et expliquer qu'il y avait quand même cette souffrance qui était là. Tes enfants, tout de suite, tu leur as dit que leur maman, elle s'était suicidée? Sa dépression a duré 6 mois, non. Pendant les 6 mois, non. Le jour de la mort, si. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai demandé à parler à un psy et je leur ai dit il faut que j'annonce à mes enfants comment je peux leur annoncer. Et je me rappelle de cette psy, c'est le SAMU, service psychologique du SAMU. Si un jour vous avez un problème, vous pouvez appeler, ils sont très bien. Elle m'a dit voilà, c'est une patate chaude. Vous pouvez pas empêcher vos enfants d'avoir cette patate chaude, vous allez leur transmettre, vous allez leur dire, ça fait partie de leur vie, ils vont se construire comme ça, c'est une réalité, ce n'est pas une fatalité. Ne transmettez pas vos angoisses, vos peurs d'adultes, mais maîtrisez les mots. Et ce qui m'a permis en fait d'enchaîner avec mes enfants, en tout cas d'avoir une démarche avec eux très bienveillante, c'est-à-dire j'ai utilisé l'image de mes enfants qu'on était sur un bateau, et que voilà la vie continuait et que moi j'étais capitaine du bateau mais qu'eux ils étaient les seconds et qu'ils devaient aussi savoir où on allait et qu'ils devaient être un peu au courant de ce qui se passe et des démarches qu'il y avait et qu'ils avaient leur mot à dire. Ils sont au courant que c'est elle qui a fait l'action, que c'est pas une maladie, enfin c'est pas autre chose, c'était son choix. Ils sont évidemment au courant que c'est pas contre eux. Voilà, il y a toutes ces phases de travail. Mais j'ai jamais parlé de la méthode en fait, de comment elle a fait. En fait, c'est simple, si les enfants vous posent la question, c'est qu'ils sont prêts à entendre. Vous n'allez pas leur balancer vos angoisses, vous attendez qu'ils viennent vers vous. Qu'importe l'heure de la journée, si en pleine nuit ils viennent vous voir et vous demandent comment leur mère est morte, il faut répondre. Je pense qu'un jour on en a parlé, parce qu'il m'a posé la question. Donc moi j'ai répondu, j'ai expliqué, mais je me rappelle qu'ils sont même pas capables d'assimiler ça. C'est-à-dire que 2 ans après ou 1 an après, il est venu me voir, il avait oublié. Ou il avait interprété à sa manière autre chose. Parce que le choc est tellement brutal que donc ils ont du mal à complètement tout assimiler. Et je me rappelle, j'ai eu un coup de fil de la psy qu'elle consultait 15 jours après son décès. Et elle m'a dit qu'elle était tellement désolée pour moi de ce qui s'était passé, qu'elle se sentait tellement mal de ne pas avoir pu l'accompagner, mais que c'était... dans ces mots, elle a très bien posé les mots, mais que c'était limite peine perdue en fait. C'était très très dur pour elle de pouvoir trouver l'accroche et le lien psychologique avec la personne pour que ça puisse mordre et qu'elle puisse se remettre les pieds un peu sur terre en fait. Du coup, aucun de vous 3 ne ressent de la colère aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas ça. Je suis pas en colère contre elle. Bon, évidemment, je fais pas mal de thérapie, je suis encore en suivi. J'ai réglé en thérapie, en 25 minutes, montre en main, très bon psychologue, la culpabilité. J'étais coupable par rapport à mes enfants, en fait, de leur interdire de vivre la vie avec une maman. Et voilà, je me rappelle, j'avais fait de l'hypnose éveillée. Puis, vu que j'ai un terrain un peu imaginatif, on s'était projeté dans des mondes et tout. Et puis, j'ai proposé à mes enfants un téléphone magique qui permet de lui parler quand on veut. Et puis ça m'a enlevé la culpabilité. Mais non, j'ai pas de colère contre elle, j'ai de la colère contre le monde du travail, j'ai de la colère contre plein de choses. Je suis un mec assez colérique, j'ai même de la colère contre moi. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est moi qui fous tout le bordel aussi à un moment donné, peut-être, j'en sais rien.
En tout cas, cette colère-là se pose aussi à un moment donné, donc évidemment, je la traite et j'essaie de la comprendre. Il y a la colère contre le travail, ça c'est sûr. Donc j'ai lancé une procédure contre le travail, une procédure contre la clinique, parce qu'en théorie, je crois qu'en clinique, on meurt pas. On est rentré dans un truc de jurisprudence, c'était ça qui était un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est l'accident du travail qui a amorcé une dépression. Et ensuite, c'est la clinique qui, par un défaut de surveillance, a permis à ma femme de se suicider. L'envie naissait toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on lui annonçait une sortie. Donc voilà, il y a quand même des traces de dossier, donc les gens sont à peu près au courant de ce qui se passe, donc ils devraient mettre une surveillance accrue. Elle est comme restée 2 heures dans sa chambre quand même, pendue. Donc à un moment donné, quand tu restes 2 heures dans une chambre, dans une clinique, qu'on sait qu'on annonce une sortie, c'est ultra léger. Et ce qui est super important aussi, c'est que mes enfants sachent qu'à un moment donné, j'ai lancé une demande de reconnaissance. Pour moi, lui rendre justice, c'était juste qu'on la fasse pas passer pour folle. C'est que mes enfants aient un écho ou une trace de la démarche pour qu'ils comprennent ce qui s'est vraiment passé et qu'il y ait des choses actées et validées par des tierces personnes, en fait. Donc voilà, je suis parti sur cette démarche-là en disant, voilà, j'étais présent jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, j'ai reconnu la position de votre mère loyale, c'est-à-dire pour moi, elle était droite jusqu'au bout. Donc là, je suis rentré dans une phase de théâtre, parce que j'appelais ça du théâtre parce que c'était complètement fou. Et paradoxalement, je me suis retrouvé avec une avocate qui était une ancienne amie, enfin j'ai dit ancienne amie parce qu'elle abusait de moi en fait. Quand elle a vu que ça commençait à marcher, que les procédures tombaient, qu'à la clinique il y avait moyen de quand même se faire un peu de blé, bah, elle a changé de visage et elle a fait un abus de faiblesse sur moi, un abus de pouvoir pour essayer d'extraire le maximum de thunes. Et j'ai trouvé ça dégueulasse en fait d'en être à ce moment-là de ma vie à devoir faire du marchandage de tapis et à quantifier mon deuil à travers de l'argent, des négociations. C'était fou. Et ça m'a pris 2 ans. Et comment vous êtes reconstruits après, tous les 3 ? Alors, on est toujours en phase de reconstruction. On a vécu tous les 3 dans la même maison pendant 3-4 ans. Eux, ils ont exprimé à leur manière. On a fait une thérapie familiale, c'est-à-dire qu'eux, ils sont allés avec d'autres enfants pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que qui ça arrive et qu'il y a un enfant par classe qui est endeuillé. Donc ça, on l'a fait sur une période entre 1 an et 2 ans. Là, j'ai toujours des pensées très touchées envers elle maintenant. Je voudrais tellement qu'elle voit les enfants là, qu'elle les voit grandir. Le petit qui avait 7 ans, maintenant il a 14 ans, il fait 1m80, il fait 46. Il a des poils sur la moustache, enfin voilà, c'est notre vie. Moi, je voudrais juste qu'elle les voit et qu'elle se dise, bah chouette, ils ont grandi, ils sont cool, ils sont vivants, ils rigolent, et qu'elle ait juste ce sentiment-là, ouais. Tu t'en sers, toi, du téléphone magique ? Je m'en suis servi à un moment donné, ouais. Mais j'évite parce que tout d'un coup, ça tombe sur la tronche et puis bing, ça te ramène à un passif et c'est un peu dur. Là, il y a quelques mois, j'ai appris qu'une maman, même âge, même situation, avait mis fin à ses jours, qui était dans le même milieu que moi, tout allait bien. Enfin bref, l'histoire qui se répète. Et le soir même, j'ai rêvé que j'enterrais mon ex-femme une 2e fois. Donc j'évite de trop faire le mec costaud. Je sais que des fois, ça va taper assez fort. Il y a un moment qui m'a marqué énormément. Juste après sa mort, j'ai rêvé d'elle. La première fois que tu rêves de mort, c'est chaud. Quand tu te réveilles, tu réalises que la suite de ta mémoire avec elle, de tes souvenirs avec elle, ça va être dans ta tête. Et en fait, tu passes ta vie avec quelqu'un en réel. Et là, tout d'un coup, tu te rends compte que la suite, ça va être dans la tête. Et je me rappelle, j'ai pris mon sac à dos. Donc, j'habitais dans le 93. Et j'ai marché à pied. Je suis arrivé porte de Versailles. J'ai traversé tout Paris toute la journée. Et j'avais besoin de marcher, de sortir en disant, putain, un truc de mal, en fait. La suite, c'est dans ma tête. Sans qu'en plus, ça m'avait dit, dans mon rêve, elle m'avait pris la main. Enfin, ses mains avaient pris mes joues et elle m'avait dit, t'inquiète pas, tout va bien, il s'occupe de moi. Tu te réveilles, genre j'étais en palpitation, j'étais en bad trip, je me dis putain, je vais pas analyser ce rêve parce que ça va pas le faire du tout là. Et c'est compliqué en fait d'oublier, mais de se souvenir, de se laisser aller, de faire disparaître, de garder, enfin tout ça c'est super compliqué. Le deuil c'est pas linéaire, c'est comme des blocs, ça s'éteint par partie, ça se rallume. Et donc voilà, je suis toujours dedans, je le sais. Et j'essaye de prendre mon temps et me laisser le temps pour ça. Donc voilà, j'y vais un peu par parcimonie et tout. Je suis tous les jours confronté face à ça en fait. Et Léa, elle victime un peu de ça parce qu'elle voudrait tellement que je sois heureux. Et je suis pas malheureux, hein. Je dis je suis pas malheureux, mais en tout cas je suis perpétuellement en colère et un peu dégoûté de tout ça, de la telle facilité qu'on arrive à perdre des gens bien. Enfin, je dis pas que d'autres méritent de partir ou pas, mais en tout cas, voilà, une espèce de dégoût de la situation. Et puis après, à un moment donné, il faut aussi
vivre sa vie. Enfin, faut pas non plus ressasser tout le temps ça, parce que si on appuie sur le bouton en demandant si ça va, à un moment donné, on va trouver des raisons pour dire que ça va pas. Donc à un moment donné, on a arrêté de parler de ça, on n'a pas arrêté de parler de ça, en tout cas j'ai essayé d'arrêter que ce soit le centre du sujet, qu'on avance un peu dans le quotidien et comme on peut. Et voilà, donc à un moment donné, je me suis mis sur des signes de rencontre. Au bout de combien de temps ? 15 jours. Non, je rigole. Alors je vais être honnête, j'ai fait ça assez vite. Je m'étais dit, je vais pas avoir cette démarche où je vais me renfermer sur ma famille. J'avais vraiment cette démarche de me dire, là, faut que tu t'occupes de toi, qu'importe, voilà, socialise, vois du monde, enfin voilà, sors avec des nanas, et tu t'occuperas mieux derrière après de ta famille et de tes enfants. Donc je me suis mis sur le site de rencontre, je crois que c'est au bout d'1 an et quelques mois. Léa, c'est une femme que tu as rencontrée sur les applis, est-ce que tu disais que tu t'y étais mis pas longtemps après ? Ouais, je me suis mis pas longtemps après, donc je conseille de pas s'y mettre trop vite, parce que moi ça n'a pas trop bien marché au début. Parce qu'en fait, quand on a 40 ans, quand on va sur des applis de rencontre, les questions elles arrivent très vite, hein. Donc moi, au bout de 5 minutes, en fait, c'était posé sur la table. C'est bonjour, je suis veuf, j'ai 2 gamins à plein temps, je l'assume, est-ce que ça te pose problème ? Je n'étais pas capable de mentir, en tout cas, et d'aller sortir juste pour m'amuser. J'en avais pas l'envie. Elles répondaient quoi, les nanas, quand tu débarquais en disant ça ? Un petit blanc. Vu, je te souhaite bonne continuation. Ouais. De toute façon, on m'avait dit, voilà, tu vas refaire ta vie, t'as 40 ans, voilà, c'est ta casserole, tu vas rencontrer des gens, des nanas, qui ont eux aussi des casseroles. Léa, c'est simple, elle a pensé que mon ex-femme était en prison. Elle s'était dit, voilà, il a ses gamins à temps plein, soit elle s'est barrée, soit elle est en psy, soit elle est en prison. On s'est vu tout de suite, on a très vite parlé de ça. Je pense que j'ai dit le suicide direct, le burn-out et tout. Voilà, j'étais cash, j'ai tout mis sur la table. Moi, ce que j'ai bien aimé dans sa réaction, et en tout cas dans son positionnement, c'est qu'elle aussi, derrière, elle s'est très vite livrée. C'est-à-dire qu'elle avait fini un divorce assez compliqué avec un ex-mari qui était alcoolique. Et voilà, on a discuté de beaucoup de choses et c'était assez profond. Et voilà, tout de suite, ça a super bien matché. Et ça a été naturel pour toi d'être à nouveau avec quelqu'un ou justement ça a été une étape un peu difficile à traverser ? Ça a été pas forcément facile tout le temps. J'ai rencontré Léa un peu tôt et en même temps un peu tard. On aurait dû se rencontrer bien avant, mais vraiment bien avant, peut-être 15 ans avant. Et un peu tôt parce que j'avais pas complètement reconstruit ce que je devais reconstruire, en tout cas de ma partie. Elle a eu une petite démarche un peu plus longue, je crois qu'elle a eu 7 ans pour se repositionner, remettre sa vie sur des rails. Sur des rails, exactement. Et donc je l'ai présentée assez vite. Elle est vite venue à la maison, elle alternait une semaine, parce qu'elle avait ses filles 1 semaine sur 2. Et donc pendant 1 semaine, elle venait habiter à la maison. Donc c'était une espèce de transition un peu douce, où 1 semaine, Léa était là, ensuite elle était pas là, puis peut-être elle était là plus souvent. On s'est vus pendant 1 an séparément, puis après on a très vite aménagé ensemble. C'était plus un sentiment de feeling en fait. Elle a 2 filles, moi j'ai 2 mecs, donc ça faisait 3 mecs, 3 filles. Et je sais pas, j'ai trouvé une espèce d'évidence. En tout cas, ça c'est le mot qu'on avait souligné tous les deux quand on s'est rencontrés. Je pense que c'était un peu tôt, autant pour elle que pour moi en fait. Parce que je pense que vraiment pour elle c'est super compliqué à porter cette situation-là. Et en même temps, elle a toute la place qu'elle pourrait avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a personne à côté pour l'emmerder. Et en même temps, si cette personne-là qui est absente prend beaucoup de poids. Forcément, c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps parfait. En tout cas, je trouve que son positionnement est juste et droit par rapport à elle. Elle n'essaie pas de satisfaire les autres, elle se met droit par rapport à elle. Et je trouve ça très bien. J'essaie de me projeter, qu'est-ce qu'allait faire le bon veuf. J'ai cherché le manuel du veuf pour les nuls, pour me dire qu'est-ce qu'on fait dans ces situations comme ça. Est-ce qu'on reste dans sa famille et on est à fond famille et on chouchoute ses enfants comme pas possible pour que tout se passe bien, ou est-ce que voilà, on les bouscule un tout petit peu et on avance et on tente des choses, on essaye. Voilà, ça me parle plus. Je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais chemin. Et c'est très bien ce qu'on a fait. La décision, pour moi, c'est la bonne. C'est pas tout le temps forcément tout simple. En tout cas, il y a des périodes où moi, je vais pas forcément très bien, et elle non plus, parce qu'elle a aussi ses difficultés de vie. Mais en tout cas, je trouve que c'est la plus vivante. Moi, j'ai vu le sourire chez mes gamins revenir, et donc je pense que ça trahit pas. Et là, je les trouve assez épanouis dans leurs difficultés d'ado. C'est plutôt bon signe. Ils ont des soucis de quotidien. Voilà, ils savent pas où est le chargeur de leur téléphone parce qu'ils l'ont paumé. Donc voilà, c'est très rassurant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, là, ils vont bien. Est-ce qu'ils te parlent quand même de leur maman ? Oui et non, c'est peut-être moi qu'on parle le plus. Moi, je suis perpétuellement dans un état de stress émotionnel envers eux. J'essaie toujours de me dire, est-ce que ils sont heureux, est-ce qu'ils vont bien ? Voilà, quand il y en a un qui pleure, enfin le petit il pleure, je revois le petit pleurer en fait à l'enterrement. En fait, pour moi, c'est une espèce de remontée émotionnelle qui est complètement déraisonnée.
Donc on s'en rappelle un peu quotidiennement. À la maison, il y a de Mal, avec tous ses souvenirs dedans. Des albums photos, il y a des photos d'elle qui sont à la maison, posées plutôt dans les chambres. Enfin, je l'expose pas partout non plus, et voilà, c'est pas devenu un hôtel. Ils y vont un peu dans la malle. Il y a le petit qui est allé il y a pas longtemps. C'était assez compliqué pour Léa, parce que c'est Léa qui a vu ça. Et ça lui fait de la peine. Léa est allée aussi dans la malle, parce qu'elle avait besoin de connaître cette personne-là. Elle m'a expliqué qu'elle a fondu en larmes et qu'elle était très en colère contre elle. Parce que voilà, elle se retrouve elle aussi face à un mur de silence. Et c'est super compliqué aussi pour elle. Mais c'est ce que tout le monde ressent, c'est-à-dire comment on peut faire ça quand t'as des enfants. Enfin, donc elle a eu cette réflexion-là qui est normale. Et mes petits gars, oui, ils y vont. Le petit est allé, le grand il est un peu plus discret là-dessus. Et le petit est beaucoup plus léger par rapport à ça. Lui, il avait 3 ans. Moi, leur image que je leur ai dit, c'est que voilà, le petit de 3 ans, il est né avec un bras en moins. Et le plus grand, lui, il est né avec un bras et on lui a arraché son bras. Donc lui, il a le souvenir fantôme de son bras. Et le plus petit, il a pas ce souvenir-là. Donc en fait, il conceptualise sa maman. Ça lui fait pas de peine. Par contre, ce qui lui fait de peine, c'est le potentiel d'avoir des souvenirs d'elle. On est allé au cimetière ensemble il y a pas longtemps et je me trouvais con là, je savais pas trop quoi lui dire. Donc je lui demandais ça va. Avec une voix de con, ça va. Et en fait, il me répond non, ça va pas parce qu'en fait, j'ai pas de souvenirs. Et en fait, je sais pas de quoi je suis triste. Enfin, c'est dur pour lui parce que lui, c'est un concept. Compliqué, lui. Mais je leur laisse le temps d'aller vers moi quand il faut, leur montrer que moi, ma porte elle est ouverte, et d'aller discuter de ça quand eux, ils en ont envie. Et voilà, on avance là-dessus. Et du coup, il est comment ce quotidien à 6 maintenant ? Eh ben, à 6, c'est ultra dynamique. Trop, même. On essaie de préserver notre couple. Quand on s'est mis ensemble, on s'est très vite dit tous les deux, si un jour on se sépare, c'est la faute des mioches. Parce que dès qu'on se retrouve tous les deux, qu'on n'a plus d'enfants et qu'on se retrouve dans notre intimité, tout de suite la machine repart, l'osmose, l'évidence qu'on a entre nous deux revient très très vite. Donc on se crée une petite bulle au quotidien. Moi, j'ai une sexualité qui est très cérébrale et j'aime bien en fait créer un monde parallèle où on vit notre intimité et notre sexualité. J'ai du mal à concevoir ça que d'une manière purement physique, en fait. J'ai besoin d'y mettre une histoire, j'ai besoin d'y mettre des costumes, j'ai besoin d'y mettre des trucs. Je trouve ça très joli. Vous étiez toujours raccord là-dessus, tous les deux ? Non, on n'était pas tous les deux raccord là-dessus. Je suis très cérébral, elle est très physique. Moi, j'ai une expérience dans le BDSM qui est un milieu qui m'a toujours attiré. Pas par le côté casquette en cuir et clous et cravache, mais plus par le côté boîte à outils. Je trouve que cette pratique-là offre plein de rôles, plein de jeux, plein de costumes, plein de choses qui te permet en fait d'aller exprimer tes envies, tes traumas, tes pulsions, tes fantasmes d'une manière en fait comme tu veux. Le BDSM, j'ai découvert ça après avoir perdu ma compagne, justement sur les sites de rencontres après. Et ben non, même pas. C'est même pas un site de rencontre parce qu'en fait, j'ai découvert ça. Ça va être rigolo parce qu'en fait, c'est ma banquière. Ma banquière était adorable et ça s'est super bien passé. Il y avait une petite arrière-pensée, mais pas plus que ça. Puis au final, le fil en aiguille, en fait, on est sortis ensemble. Et puis elle m'a directement dit, moi, je suis soumise. Je connaissais un peu le domaine. Je dis, ok, d'accord. Chouette. Je dis, moi, j'ai pas trop pratiqué. Donc on a commencé à pratiquer. Donc moi, je me suis positionné en dominant. Et tout de suite, moi, le truc a pris. Alors, quelqu'un me dit, viens, on va jouer à des jeux. Alors les règles, c'est ça, on fait ci. Et je trouvais ça génial. En fait, j'ai commencé à créer tout un univers de jeux. Elle voulait arrêter de fumer. Donc je dis, chaque clope consommée sera une punition. Donc au final, elle avait... Tu peux fumer plein de clopes. Dégage. Alors ouais, il y en a qui fument plein de clopes juste pour provoquer et puis derrière se retrouver pénalisé. Moi là-dedans, je me suis retrouvé pris dans ce jeu-là et je m'y sentais bien. Vu que moi, j'ai passé ma vie à me mettre un peu de côté parce que j'ai ce sentiment de déranger un tout petit peu et que je vis un petit peu à travers le regard de l'autre, là, tout d'un coup, je me retrouve dans une situation où en fait, je suis le dominant, qu'importe ce que pense l'autre. Qu'importe le contexte, si je veux quelque chose maintenant, je l'aurai. Et donc en fait, c'est un super exercice de style de se permettre des choses, aberrantes ou pas aberrantes, sexuelles ou pas sexuelles. Je peux demander un café immédiatement et avoir le café, juste pour m'amuser. Mais en tout cas, d'essayer cet exercice-là, je l'ai trouvé passionnant. La plupart des gens, les gens qui sont dans ces environnements-là, il y a le côté cliché où c'est la nana qui toute la journée est secrétaire, et a un travail ou reçoit des ordres et en fait le soir c'est une domina et elle passe sa soirée à dominer des mecs. Et inversement, le patron qui passe sa journée à donner des ordres,
le soir ne rêve que d'une chose, c'est ne plus du tout prendre de décision, d'être complètement soumis et d'obéir au doigt à l'œil à quelqu'un d'autre. Ça, quand on lit les bouquins et tous ces contextes-là, de gens qui pratiquent, la plupart du temps, c'est des cas de figure comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin d'évacuer un trop-plein qu'il y a quelque part. Donc en fait, les clichés qu'on se représente des profils, entre guillemets, BDSM, en fait, c'est pas du tout des clichés. En fait, c'est véritablement ces personnes-là qui... L'exemple est cliché, parce que l'exemple est facile à dire, mais en tout cas, les gens qui toute la journée reçoivent une situation en fait, de soumis ont besoin de compenser le soir. C'est aussi en fonction du passif dans l'histoire. Hein. Vu que Léa maintenant est sexologue et que les sujets, elle commence à les maîtriser, à les connaître, forcément, tous ces gens qui pratiquent ces trucs-là, ils ont un passif qu'ils vont compenser avec le BDSM. C'est-à-dire, voilà, les gens qui sont soumis, la plupart du temps, c'est des gens qui ont un peu peur de l'abandon. Donc, ils vont tout donner pour que l'autre reste. Du coup, tu penses que le BDSM, c'est quelque chose qui vient en réponse à, je vais pas dire un trauma, mais qui peut venir en réponse à, je sais pas, un manque dans ton quotidien ou... C'est une compensation de quelque chose. Ouais. Il faut pas que ce soit thérapeutique, parce que si ce soit thérapeutique, il y a quand même un souci de fond. J'ai ce ressenti que les gens qui pratiquent ces jeux-là ont pleine conscience d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même conscience de leurs défauts, de leurs aptitudes, de là où ils veulent aller, de leur univers, de leur façon de vivre leur sexualité et de vivre leur quotidien et de jouer avec ça. Donc c'est une manière de se connaître aussi, qui est une manière extrême et qui peut être vue par des clichés, parce qu'il n'y a pas que la gestion de la douleur, un tout truc-là qu'on peut avoir, hein. Il y a plein d'autres sujets. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une boîte à outils qui permet de compenser certains excès que tu peux subir dans ton quotidien ou dans ton passif et ta vie de famille. C'est une forme d'exutoire. Ouais, complètement, ouais. Et quand ça, c'est acquis, accepté, en fait, ça devient super rigolo. J'ai eu du mal à l'accepter parce que je me suis retrouvé dans des situations cocasses et compliquées. Enfin, BDSM, c'est-à-dire bondage, domination, soumission et masochisme. Donc, il n'y a pas que le masochisme qui est que le côté qu'on entend le plus, hein, parce que c'est quand même les jeux d'impact et de douleur. Il y a les jeux de domination, enfin, genre de contrôle, d'arrière, domination, soumission, et le bondage, c'est les cordes. Et elle était dans l'impact, donc elle aimait les coups de cravache et les fessées. Tout ça amené d'une manière un peu protocolaire, avec une cérémonie théâtrale ou pas, enfin, qu'importe. Donc tu te retrouves dans des situations ubuesques qui sont assumées. C'est pour ça que je parlais de la part de l'accepter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te regardes faire le truc, tu te dis wow, je suis malade là. Faut que j'arrête là, c'est pas possible. Enfin, c'est le jeu en fait. On est tous les deux consentants. Toute cette phase de jeu est consentie en amont à travers énormément de discussions. Il y a même des contrats qui sont rédigés. Il y a même des checklists, c'est-à-dire on parle des pratiques. Ça nous fait peur, ça nous excite ou pas. On compare. En tout cas, on met tout à plat au début pour que ce soit clair pour tout le monde. Et puis après, derrière, on y va pour se sentir pleinement libre d'y aller. Je lui dis par contre, moi j'ai besoin d'une histoire ou j'ai besoin d'un scénario. Et en fait, c'est super important parce que c'est ce qui permet de définir une limite. Parce qu'à un moment donné, quand même, faut pas que ça devienne de l'abus. Et j'en ai parlé très vite à Léa, le soir même. Alors je ne conseille pas de faire ça, surtout sur des sujets comme ça qui sont assez touchy. Tu veux dire le soir de votre première rencontre ? Juste après avoir couché ensemble. Ouais, c'est genre le truc à pas faire du tout. Et au fait, j'aime bien le martinet. Alors c'était bien, mais ça pourrait être vachement mieux. Alors je vais te dire pourquoi. Elle m'a dit clairement qu'elle n'avait pas connu ça et que bof. Donc on a amené ça tout doucement, on s'est créé des personnages, donc Tom et Léa. Au début, c'est venu un peu de moi, où j'essayais un peu de recréer un peu le côté un peu de pulsion de début de rencontre, c'est-à-dire le côté un peu euphorisant avec des petits mails un peu anonymes. Donc on s'est créé des faux mails, enfin des mails, des pseudos. Et on a essayé de se reséduire perpétuellement. Pas parce qu'il y avait une descente, hein, mais c'est juste qu'on faisait tourner la roue tout le temps. Le but du jeu, c'était pas de créer des sessions BDSM de ouf. Le but du jeu, c'était juste de faire du lâcher-prise. C'est-à-dire, voilà, ce soir, j'organise une soirée, tu sais pas où on va aller, tu sais pas ce qu'on va faire. C'est simple, hein, on allait au théâtre et on allait au restaurant. Il y a rien de ouf, hein, sauf au restaurant. Je lui demandais d'aller enlever sa culotte. Enfin voilà, des trucs de jeu qui met juste un peu du piment en fait à tout niveau en fait. Donc en fait, on s'est créé ces petites soirées-là, toutes soft, où j'avais réservé un taxi, elle savait pas où aller, j'avais appelé le taxi en disant de pas lui dire l'adresse. Dans le taxi, je me rappelle, elle avait un sextoy en elle que je contrôlais à distance et je lui demandais de discuter avec le mec du taxi. Enfin voilà, je savais être dans des situations où elle était un peu mal à l'aise et en même temps c'était un peu excitant. Parce que le but du jeu, en fait, dans ces boîtes à outils, c'est de protéger la personne qui est dominée, donc la soumise ou le soumis, mais de la protéger, de l'accompagner et d'un tout petit peu la bousculer, c'est-à-dire un peu de la faire sortir de sa zone de confort et lui donner des petits stimuli de temps en temps. Donc en fait, on a petit à petit amené ces jeux-là d'une manière très soft. Nous, c'est ponctuellement, on a un petit compte Instagram pour justement un peu parler de ça, de la difficulté que peuvent avoir les vies de famille, les parents à pouvoir vivre une sexualité un peu épanouie par rapport à tout ça. Donc on essaye de mettre un truc un peu léger.
On a fait ça tous les deux, c'est-à-dire autant elle que moi. Donc on s'est pas retrouvé dans un dictat ou en tout cas un cliché de l'homme qui domine, la femme qui est soumise. Et tout de suite, comme la banquière a vu que j'avais un potentiel d'être dominant, moi j'ai tout de suite vu en Léa une espèce de potentiel de dominat. Et en fait, voilà, ça tournait. Et tous les petits mois, on se faisait un petit moment. Comme les parents vont aller au resto, nous, Tom et Léa, allaient s'envoyer en l'air ailleurs, dans des contextes un peu loufoques. Et très rigolo, parce qu'on a passé des moments super rigolos. Il y a toujours des aléas et des inconnus. Et c'était ça, en fait, qui est le plus drôle. C'est-à-dire qu'on se retrouve perpétuellement à adapter notre truc, surtout qu'on a 4 enfants. Moi, à un moment, j'avais transformé l'appart en un salon de massage, où j'avais mis, dans chaque chambre, j'avais mis des petits panneaux sur les portes en disant salle de massage, ostéopathe, enfin, j'avais mis plein de trucs. Le délire sur lequel on s'amusait, c'est que j'avais acheté un drap en latex et de l'huile. En fait, je voulais recréer le jeu dans Fort Boyard avec le combat debout. Sauf que là, c'était avec de l'huile, et donc on voulait expérimenter ça. C'est de la gaminerie, des fois, à un moment donné. C'est ça qui est assez rigolo dans le quotidien. Sauf que les enfants de Léa partaient pas. Moi, je devais ranger tout l'appart, donc je devais improviser au dernier moment. Elle arrivait en mode surprise, donc je lui avais tout préparé. Puis derrière, on adapte et on fait comme on peut. Et au final, on a même surkiffé le matin latex. C'était vraiment des sensations ultra différentes. Les contacts au corps, la main, enfin tout de suite, c'est complètement différent. Et petit à petit, on met des choses avec un peu plus piquant pour pouvoir aller de plus en plus loin. Et les enfants, ils se doutent de rien? Non, ils se doutent de rien parce qu'on y va quand même d'une manière assez soft. En ce moment, moi, je suis dominé. Et donc, Léa me demande de lui amener des choses à table, à servir. Alors, des fois, c'est mal servi, donc elle fait un peu exprès de mal me parler. Sauf que des fois, c'est devant les enfants, donc les enfants comprennent pas, voient. Donc, évidemment, on leur dit derrière en rigolant. Donc, nous, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on fait semblant de s'engueuler. Mais devant eux, tout en leur disant qu'on rigole, et on rentre dans du cliché, puis même des fois, ils s'engueulent avec nous. C'est marrant, enfin, ça fait sortir un peu un petit coup de théâtre. Mais voilà, dedans, on fait passer un peu les petits signes et les petits jeux. Et la plupart du temps, vous jouez ou la plupart du temps, vous jouez pas? La plupart du temps, on joue pas. On s'oblige pas parce que s'obliger, c'est plus s'amuser derrière. C'est un peu moi qui la stimule plus là-dessus parce que moi, en tout cas, c'est devenu plus un style de vie ou un style de rapport avec la personne. Elle, c'est plus un jeu, vraiment, clairement pour elle. Et puis, il y a vraiment une phase de découverte, c'est-à-dire, on aurait été que d'un seul côté. Évidemment, on aurait joué par période. Là, on découvre tous les deux. Donc, moi, là, je découvre d'être soumis, je découvre des pratiques que je connaissais pas du tout. Lequel j'assumais pas du tout à un moment donné. Et elle aussi, on essaie de déconstruire notre rapport au sexe, en fait. Et ça, c'est une phrase d'elle que j'ai trouvé vachement chouette quand elle a décrit un peu Tom et là. Elle dit qu'il y a plus de pénétrant ni de pénétré. Et je trouve ça super bien parce qu'on apprend à sortir des clichés, on a 40 ans, et à faire l'amour autrement, d'aller sensibiliser d'autres parties du corps. C'est quoi ce que vous assumiez pas à un moment ? Moi, j'ai des choses que j'assumais moins en tant qu'homme, c'est les dictats de masculinité, c'est-à-dire que l'homme devait gérer et faire, et à un moment donné, moi, de lâcher prise, j'avais du mal. Donc de me laisser aller, de plus contrôler, et de laisser faire la chose. Et puis je me suis dit, merde, en fait, j'ai aussi envie d'être plus passif. Et puis en fait, je me suis rendu compte, plus on faisait avec Léa, plus en fait, j'avais vraiment un bien-être. C'était une grosse séance d'ostéopathie, en fait. C'est-à-dire que je me trouvais complètement détendu, complètement à l'aise et bien. J'avais eu un orgasme plein et c'était plus que juste une partie de jambes en l'air, en fait. Tout à l'heure, tu parlais des autres personnes du milieu que vous avez rencontrées. Est-ce qu'ils vous ont un peu aidé dans cette démarche à avancer et à trouver votre chemin ? On a plus eu des commentaires de personnes sur notre compte qui nous disaient « Ah, c'est super cool ce que vous faites sur votre couple et en tout cas la démarche que vous avez. On voudrait essayer de faire la même chose avec ma femme ou avec mon compagnon et on n'a pas d'idée, on ne sait pas comment faire, je ne sais pas comment lui amener. Est-ce que vous avez des conseils, des aides, des livres ? Il y a beaucoup de livres, beaucoup de sujets sur ces pratiques-là. On a plus parlé à des configurations un peu standards, c'est-à-dire l'homme domine et la femme soumise, moins dans l'autre sens. J'ai rencontré un mec qui est comme moi, qui switch. Et en fait, on s'est parlé entre mecs en se disant « Putain, c'est quand même dingue d'en arriver là », c'est-à-dire on a plus de 40 ans tous les deux, et puis on est derrière notre fierté masculine, et en fait, on ne parle jamais de notre sexualité et jamais de cet envers-là entre mecs. Donc tu penses que le patriarcat, il s'invite aussi dans le BDSM ? Ouais, un petit peu, mais il y a quand même vachement d'outils qui sont là pour le déconstruire. Tu penses qu'entre les hommes, c'est compliqué parce que c'est la pudeur de recevoir la pénétration ? Tu penses que les mecs, c'est de ça dont ils n'ont pas envie de parler ? Ouais, ils peuvent faire un amalgame. Moi, j'ai dû en parler 2-3 fois à un pote où on parlait de la prostate. Ouais, je sentais que je voulais pas que j'aille plus loin quand même. Bon. Après, de moins en moins, parce que je vois que le terme pegging, je le vois de plus en plus souvent arriver dans des couples hétérosexuels. Ça se démocratise vachement. Je trouve ça super cool parce que ça
enlève un poids, comme ça on rajoute un autre. Enfin, je veux dire, c'est un transfert aussi. Et en fait, voilà, plus de pénétrant, plus de pénétré. Et je trouve ça très... voilà, on est juste 2 êtres et on va juste créer une osmose. Tu jouis facilement comme ça ? Non, c'est compliqué. J'ai encore du mal à casser une barrière. J'ai l'impression qu'il y a un orgasme quelque part et il faut le chercher. Et je le cherche, et il faut que je le trouve. Il est là, il est par là, je le sens, il est là, il est là, il est là. Et en fait, à un moment donné, je me dis, ah, putain, stop, c'est ultra crevant, putain, c'est... J'ai dit à Léa que dans ces moments-là, en fait, j'étais un peu perdu, j'étais un peu dans le noir parce que je savais pas où était la fin et comment y aller. Et... Donc là, il y a vraiment une phase de découverte, en fait. Et c'est marrant parce que tu as cette sensation de palper un plaisir féminin, en tout cas le concept de comment vous y arrivez. Surtout ce qui est kiffant, c'est que c'est aussi, ça peut être à répétition, donc ça c'est bien. Parce que moi, l'autre sens, cette partie-là, moi, me sursoule complètement de se dire que bah non, faut que ça s'arrête et il faut attendre qu'on recharge les munitions. Puis moi, je découvre le côté passif, c'est-à-dire j'éteins le cerveau petit à petit, puis j'écoute mon corps. Je fais ça pour retrouver mon corps. Je suis complètement insensible du toucher et j'ai besoin de reprendre contact avec mon corps. Et justement, ton corps, comment tu t'entends avec lui ? Eh ben, je lui fais subir pas mal de trucs. Je suis un faux calme, donc je contrôle beaucoup. Mes émotions sont très cloisonnées à l'intérieur et je sens que ça sort par le corps complètement. Donc je lui en fais subir pas mal. J'ai l'impression que je vais payer plus tard. Mais je me sens bien. Enfin là, je me trouve plutôt bien. Qu'est-ce que tu préfères chez toi ? J'aime bien mon imagination. J'aime bien un peu mon mécanisme. Et je vois que je suis un peu foufou, mais très gentil. Je suis très empathique. Je suis un bon accompagnant et je suis bien avec les personnes. Il y a un bon équilibre en fait. C'est à quel moment que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps ? Bah, après une séance avec Léa. Et est-ce que vieillir, ça te fait peur ? Ça m'emmerde. Ça me fait pas peur, mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que ça trace trop vite. À travers mon regard sur la vie, puis à travers mes petits gars qui poussent et tout ça. Donc j'ai pas peur. J'ai juste peur de pas m'avoir donné du temps de profiter de cette vie-là. C'est une question qu'on pose plus beaucoup, mais de temps en temps, moi j'aime bien la poser. C'est quoi pour toi l'amour ? L'amour, c'est une connexion permanente que tu peux avoir avec ton ou ta partenaire, qui te permet de sourire, de te poser, de jouir, de ressentir, d'aimer, de déverser, de plein de trucs. C'est un truc impalpable, c'est un truc inconditionnel un peu pour moi. Voilà, si j'aime, il faut que j'aime vraiment entièrement, intégralement. J'ai un peu du mal de rester coincé, un peu chacun dans ses problématiques, chacun. Et voilà, j'ai besoin de me mélanger complètement avec l'autre. C'est une super invention. Quand tu dis que tu aurais aimé rencontrer Léa il y a 15 ans, c'est parce que pour toi, l'amour, tu l'as découvert pour de vrai avec Léa ? Léa, c'est ma première partenaire où il y a vraiment un dialogue sincère entre nous deux, en fait. Personne t'apprend à tomber amoureux, personne t'apprend à choper la bonne personne. Enfin, voilà, c'est un peu avec l'expérience et de tout ce qui se passe. Tu peux te tromper aussi sur le fait de reproduire des problématiques ou des mauvaises expériences et que tu continues à voir pas les bonnes personnes. Et ça, avant de s'en rendre compte, ça met un petit bout de temps. Léa, on s'est rencontrés trop tard parce que on a chacun vécu tous les deux des galères. On sait très bien tous les deux qu'on les aurait évitées. Mais on sait très bien tous les deux qu'on n'aurait jamais été les personnes qu'on est maintenant si on n'avait pas vécu ces choses-là. Donc forcément... En tout cas, avec elle, voilà, il y a un sentiment d'ouverture et de reconditionnement de tout ce que peut être l'amour envers une autre personne, en fait. La première fois qu'on avait fait un jeu tous les deux, on s'est retrouvés à faire des petits jeux de soirée. C'est elle qui a organisé et on s'est retrouvés dans le lit. Et voilà, on commençait à jouer. Enfin, voilà, c'était tout gentil. Et je me suis mis à pleurer. Donc elle était tout habillée, un peu sexy et tout. Et en fait, je lui ai dit, mais voilà, c'est la première fois en fait que je vis un peu ces moments-là, en fait, d'espèce d'osmose avec une autre personne, et on va aller plonger tous les deux. Je trouve ça très important et très fort de pouvoir vivre ces choses-là. C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? C'est Léa qui m'a obligé. C'est Léa qui m'avait parlé du podcast et j'ai trouvé ça super chouette de vouloir parler de notre couple et de l'expérience qu'on a eue et des difficultés, de la vision qu'on a, de notre compte, de notre démarche. Donc je trouve qu'à partager, c'est super bien. Et puis moi, j'ai toujours cette envie de pouvoir parler sincèrement de choses dures de la vie qui sont passées, comme des choses intimes, sans jugement. Et je trouve que c'était typiquement le bon endroit pour le faire. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast.
Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Boer. Allez, à bientôt.